tu étais le stagiaire du CEO. Stagiaire du CEO de Givenchy. Et j'ai postulé sur le Career Center de LVMH. Comme quoi. La porte la plus basique, quoi. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a rien. J'étais un peu une sorte de chat GPT humain. C'est quoi? C'est le CEO qui me regardait. On a fait combien la semaine dernière? Ok. Les sacs rouges, comment ils ont performé? D'accord. D'accord qu'il savait que vous n'avez rien ou il pensait que quand même vous aviez quelque chose? Il savait que je pense qu'on n'avait rien. Mais pas à ce point-là. Il y a un gros disclaimer quand les gens disent IA forecasting retail, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je vais te poser une question un peu brute, surtout pour les personnes qui travaillent, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin de simplement de personnes qui appuient sur les boutons pour faire les commandes si tu fais les recours? Parce que c'est ça en fait, donc on backteste à chaque fois tout pour récupérer la méthode gagnante sur celle qui a le niveau de précision la plus haute et qui va venir récupérer ça. Et c'est assez intéressant, il y avait un mime que j'avais lu il y a pas très longtemps, c'est quand tu pitches à des invests, c'est de l'IA, quand tu pitches à des clients, c'est du machine learning, en réalité, c'est des stats. Les SDR, formez-vous à parler aux IA maintenant et plus aux êtres humains. Exactement. Bonjour Adil. Bonjour Morgane. Je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Merci beaucoup. Et d'autant plus qu'en fait, tu fais la dernière, alors pas du podcast, hein, mais de la saison. C'est une saison un petit peu raccourcie, même pas mal raccourcie, parce que j'ai fait la moitié des épisodes que je fais d'habitude. Mais c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'ai envie de changer de format pour la rentrée. Donc je vais plutôt passer là les 2 mois à retravailler ce nouveau format pour revenir avec quelque chose d'un petit peu neuf sur le podcast et pouvoir élargir un petit peu les horizons. Donc top que tu sois... on le verra, on discutait en off, on disait tu es parfaite transition pour ce nouveau format. Donc vous verrez, c'est quand même vachement cool qu'on ait Adil. Juste avant qu'on commence, je parle d'un partenaire qui nous suit sur le podcast et qui nous soutient surtout. Selectra, vous l'aviez déjà vu dans un précédent épisode, donc ils continuent à nous soutenir sur cette saison-là. Donc merci à eux de croire en ce qu'on fait et de nous apporter leur soutien. Et si jamais vous ne connaissez pas Lectra, je vous mets une petite vidéo de présentation sur ce qu'ils font. Super boîte en plus. Ouais, super boîte, effectivement. We are Lectra. We are a tech pioneer of the Industry 4.0 revolution. We provide a wide range of industrial intelligence solutions. Software, cutting equipment, data, services. Tu vas bien, Adil? Je vais super bien. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va. Je suis là, je fais un podcast. Et à chaque fois que je fais un podcast, je vais super bien. Donc ça c'est top. Écoute, commençons. Moi, je présente jamais mes invités. Okay. Je fais jamais, tu sais, un petit report de... Je fais pas ça, je trouve que c'est mieux quand même que tu te présentes toi, tu te connais mieux que moi. Donc vas-y, en quelques mots, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, un petit peu ce que tu fais, puis après on pourra rentrer évidemment dans les détails. Avec grand plaisir. Écoute, j'ai 36 ans. Donc voilà, j'ai donné un cours à l'ESCP ce matin et je me suis rendu compte que j'étais plus jeune. C'est fini. Tu vois, c'est fini. Tu vois, quand je voyais les étudiants au bout de la salle, au fond de la salle, j'étais là genre, c'était moi il y a 15 ans maintenant. Ouais. Donc j'ai 36 ans, j'ai grandi en région parisienne. Ça fait 12 ans maintenant que j'ai quitté Paris, que j'ai quitté la France. J'ai vécu aux États-Unis, à Londres pendant pas mal d'années et à Milan depuis maintenant 4 ans. Je suis d'origine marocaine, très important parce que ça a aussi vachement forgé mon éducation et qui je suis, aussi toute cette logique de résilience dans mon parcours entrepreneurial. Toujours bossé dans le retail, dans la mode, donc dans le luxe pendant 10 années de ma vie et décidé de monter Auto, donc ma boîte qui a été en gros du coup l'expérience que j'avais vécue dans le retail et je me suis dit que j'allais trouver et créer une solution au final pour aider les différents acteurs du métier. Alors déjà juste je vais clore quelque chose que je veux savoir. Alors j'avais cru comprendre, mais on dit automne ou automne? En fait, si tu veux, il y a pas vraiment... c'est un peu comme Nike. Tu vois, il y a des gens qui vont dire... Les ricains vont dire Nike. Tu vois, nous, on dit Nike. Ouais. Donc au final, c'est... en France, les gens disent automne. Aux US, les gens disent automne. En Italie, nos clients disent automne. Tu vois, donc au final... Au final, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de dire. Parce que c'est vrai qu'instinctivement, moi j'aurais dit automne, mais peut-être parce que j'ai un accent, je sais pas, de lyonnais ou j'en sais rien, mais bon. Mais non, et en fait, c'est automate your tone.
Voilà, j'avais mon Voilà, ancien, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. j'avais mon ancien DG de chez Alexander McQueen, qui était mon boss à l'époque, et qui disait toujours We have to set the tone, we have to set the tone. Et du coup, on s'est dit, OK, bah, si on s'en automatise tout ça, we automate the tone, automne. On a lancé la boîte, C'est bien l'histoire. je crois que c'était littéralement le 21 ou 22 septembre. Donc, premier jour d'automne, tu vois, on s'est dit, allez, cool. On n'avait pas d'équipe marketing à C'était l'époque. le nom qu'il fallait. On était que moi et mon co-founder, on s'est dit, c'est génial. Ok. Go. Et ça sonne très bien, on est Non, très content ça sonne avec. très bien, Ouais, effectivement. quasiment 4 ans plus tard, on est très content. Et avec l'histoire qu'il y avait derrière, là, c'était vraiment top. Alors, c'est quoi, en quelques mots, Automne? Ouais, c'est une plateforme qui optimise la gestion des stocks. Donc, de façon très simple, quand tu es une marque ou un retailer, ta grosse problématique, c'est que tu dois jamais être en rupture de stock sur les produits que tu vends et tu dois jamais être en surstock sur les produits que tu vends pas. Et en fait, la plateforme aide les utilisateurs à prendre des décisions sur leurs achats, sur comment allouer du stock, comment transférer du stock, tout au long au final du cycle de vie du produit et des produits, et leur fait comprendre au final pourquoi ils doivent prendre ces actions-là, et leur montre aussi en fait le manque à gagner ils prennent pas ces décisions. Ok. Aussi bien du stock retail, boutique, je veux dire physique, que aussi du e-commerce ou... Ouais, en fait, si tu veux, on avait un parti pris qui était le bon, c'est de se dire que bah, au final, le retail est agnostique. Et quand tu le vois aujourd'hui, tu as des marques ou des retailers, on va dire très traditionnels, qui ont commencé sur du physique et qui ensuite ont pris le chemin de l'e-commerce et qui voient en fait l'e-commerce comme un canal au final de distribution. euh, ou les marques qu'on appelle direct to consumer, donc les DNVB, les fameuses DNVB, qui ont soit uniquement un site internet ou qui ont commencé sur l'e-commerce pour ensuite se développer en physique. Donc on est totalement agnostique. Ok, top. On reviendra un petit peu après sur, sur ce qu'il y a derrière, sur ce Ouais. que vous faites exactement et tout, mais juste pour revenir un petit peu sur ton parcours, bah, tu l'as dit un petit peu en intro, c'est important. Déjà, je suis d'origine marocaine, c'est important dans l'histoire, tout ça. C'est quoi un petit peu ton histoire? Comment t'en es arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? J'ai essayé d'être toujours l'élève parfait pour mes parents. Tu vois, donc travailler très dur à l'école et tout, etc. Je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé, tu sais, comme tout ado, t'as un peu ta crise, tu sais, quand t'arrives au lycée et t'as plus envie d'être le nerd, le geek, et t'as juste envie d'avoir des potes et kiffer la vie. Et comme tout ado aussi, la même chose, c'est quelle est en gros, quelle est mon ambition future? C'est-à-dire, je veux faire quoi dans ma vie? Et j'ai toujours été un grand fan de basket, de sneakers, avant que ce soit, tu vois, un phénomène et tout de mode. Donc, je devais avoir 12-13 ans, je commençais déjà à collectionner les baskets. Et ce qui m'a du coup, en fait, emmené vers le chemin de la mode. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, bah, tu t'intéresses à des marques qui vont au-delà des Zara, H&M, etc., mais plus un peu des marques un peu plus pointues. Et j'en ai décidé au final de faire ma carrière. Et ça, ce qui a été assez intéressant, c'est que j'avais un parcours qui était école d'ingénieur, école de commerce. Donc, qui veut travailler dans la mode? Quand j'ai annoncé ça à mes parents, mon père a été en PLS. Tu vois, on a fait tout ça pour ça. Non, papa, je vais pas être designer. Tu vois, Ouais. je ne saurais jamais. J'ai pas les qualités pour. Mais il y a plein de choses, tu vois, à faire dans la mode et surtout sur la partie business et comment optimiser ça. Donc, je suis rentré, on va dire, par une petite porte, mais qui est devenue une grande. J'ai commencé par un stage dans une maison de LVMH. C'est mon premier stage et j'étais le stagiaire du CEO. Donc, qui était en gros opportunité de dingue. T'étais le stagiaire du CEO. Stagiaire du CEO. Et ça, c'est l'histoire vraie. Du CEO de LVMH? De Givenchy. De Givenchy, Ouais, pardon. exactement. Et ça, c'est assez intéressant C'est parce ouf. que et j'ai postulé sur le Career Center de LVMH. Comme quoi. Vraiment, ouais, la porte la plus basique, La quoi. plus Il n'y a pas basique. de, y a pas de C'est passe-droit, il ça. n'y a rien. Tu vois, quand tu veux aller dans une super boîte et que tu arrives, tu dis, OK, tu sais que tu n'as aucune chance de rentrer, mais tu te dis, vas-y, j'y vais. Je tente, au moins j'aurai le mérite d'essayer. Et c'était une expérience géniale parce que ça te permet au final de voir en fait comment C'est incroyable. le retail opère de façon 360. Tu vois, et donc J'étais avec lui dans toutes les réunions toutes et les tout. réunions, j'étais un peu une sorte de chat GPT humain, tu vois, c'est-à-dire J'aime bien c'est quoi l'idée. C'est J'aime ça. beaucoup l'idée. Tu vois, c'est le CEO qui me regardait. On a fait combien la semaine dernière? Ok. Les sacs rouges, comment ils ont performé? D'accord. C'est ça. Tu vois, et Ok. après, de fil en aiguille, donc ça c'était à Paris. J'ai eu une expérience similaire à New York et ensuite, très grosse expérience chez Alexander McQueen, donc groupe Kering, où là, en fait, ça a été la découverte du monde de la supply chain. Tu vois, et c'était supply chain pour les marques retail, c'est la patate chaude. Tu vois, dans une marque, tout le monde essaie de se refourguer Ah ouais. le sujet. Les gens pensent maîtriser, mais maîtrisent ça de façon avec une logique qui est en silo. Et en fait, moi, j'ai commencé sur la supply chain avec deux choses. C'est un, l'utilisation de la data.
qui va venir dicter au final ce qu'on doit faire et pas de l'irrationnel, qui est un peu une sorte de cancer du retail, on va dire. Et le deuxième point, c'est j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté un bouquin sur Amazon pour apprendre la supply chain en décembre 2015. Et ça a été, Ouais, en 2015, on achetait des bouquins. Aujourd'hui, on va peut-être sur YouTube, non? ou ChatGPT. Ou ChatGPT, bien sûr, bien sûr. Les Ouais, gens mais, ne vont moi, même je suis encore pas. à C'est ça, l'ancienne, j'ai plus envie d'attendre parce que de ouais. toute façon il y a que des pubs, donc j'ai plus ChatGPT, donne-moi Ouais. tout. Non, c'était un grand bouquin bien abstrait, et tout, etc. Et c'était ok, comment prendre en fait les parties assez intéressantes et construire un business model dans une logique de supply chain qui est vraiment data driven. Donc là, on n'était même pas à l'époque, donc 2015, on n'était même pas encore dans une logique d'IA. Et ce qui a été assez intéressant, c'est de venir en fait confronter l'irrationnel avec le rationnel et avoir une création de valeur par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, le retail peut pas être quelque chose qui est uniquement rationnel, c'est que du chiffre, etc. Et de la même façon, ça peut pas être uniquement quelque chose d'irrationnel. Donc, on va avoir cette dualité entre les deux pour avoir de la création de valeur, faire en sorte que les gens passent moins de temps sur de l'Excel, mais passent plus de temps, tu vois, dans leur boutique, à avoir du feedback qualitatif, etc., qui va venir au final bonifier la data. Et donc, McQueen, ça a été une énorme success story. Et à un moment donné, on était avec donc Harry, qui est mon associé, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 5 ans chez Alexander McQueen. C'est une des premières personnes que j'ai embauchées à l'époque chez Alexander McQueen. On s'est dit, ok, c'est quoi l'étape d'après pour nous, tu vois? Et on s'est dit, en fait, on a contribué à une croissance de dingue auprès de la marque. Et si on, tu sais, c'est la question, et si on allait démocratiser ce qu'on a fait en interne, sans aucune contrainte, parce que quand tu bosses pour un grand groupe, tu as toujours des contraintes technologiques, tu dois utiliser tel outil, etc. Là, se dire, en fait, si on allait en fait créer l'outil de nos rêves, qu'on aurait aimé avoir du coup chez McQueen, et le rendre disponible dans les mains du maximum de marques et de retailers possibles. Et donc c'est parti, la création d'Autone est partie de là. Et alors là, attends, chez McQueen, donc t'en es arrivé jusqu'à créer ta propre équipe Ouais. autour de ce sujet-là, et enfin, il n'y avait aucune résistance, quoi. Ils t'ont laissé. En fait, il y avait aucune résistance parce que c'était tellement une boîte noire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte noire, les gens se disaient, ok, il est en train de faire son truc, on voit que ça marche, go, il n'y a pas de problème. Tant que ça marche, personne vient t'embêter. Et du coup, en fait, avec cette logique de liberté, tu dis en fait comment tu peux aller au-delà au final de juste de la data. Et comment tu peux, en fait, la chance que nous on a eu d'avoir travaillé chez McQueen, c'est une marque qui avait un réseau de distribution assez vaste, tu vois, de la Californie jusqu'au Japon, avec des entrepôts partout dans le monde, des fournisseurs principalement en Italie. Et donc du coup, ça a été ce voyage au final, qui a été de rencontrer des fournisseurs, aller dans des entrepôts, voir en fait les différentes logiques au final sur ta capacité de stockage entre une boutique à Hong Kong qui a 3 mètres cubes de stockage comparé à un flagship sur Rodeo Drive à Los Angeles qui a littéralement quasiment 1000 mètres carrés. Ouais. Et tu vois, de comprendre vraiment tout ça et de se dire, en fait, toutes ces contraintes-là, on va les mettre dans l'outil. Tu vois, plutôt que d'arriver et juste de dire, en fait, c'est quelque chose de très mathématique, de très uniquement data, comment en fait on peut incorporer toutes ces logiques métiers. Donc ça peut être au final de la stratégie métier, mais aussi des contraintes logistiques ou des contraintes de capacité, et de les mettre ensemble au final dans le produit pour donner quelque chose qui va venir simplifier la vie des utilisateurs. Parce que, sans trahir de secret, mais quand tu étais au début chez McQueen, du coup, c'est quoi? C'est quelques personnes qui savent que là-bas, il y a un petit stock, là-bas, il y a un gros stock, et qui, un petit peu à l'instinct, font des commandes et envoient du stock un peu partout. C'est un peu comme Exactement. ça? C'est en fait, tout est basé sur du feedback. J'ai entendu dire que, tu sais, au final, la semaine dans le luxe se termine le samedi. Okay. Parce que la plupart, à l'époque, la plupart des boutiques étaient fermées le dimanche, donc la semaine se termine le samedi. Le lundi matin, tu as ton report de la semaine dernière, et chaque boutique envoie ça. Et le retail, c'est toujours comme ça. Le retail, c'est j'ai raté mon budget parce que j'avais pas assez de stock, ou j'ai pas atteint mes objectifs parce que vous m'avez envoyé trop de stock et du coup, j'ai passé trop de temps à gérer mon back of house, tu vois. Ou j'ai raté mes ventes, littéralement. On a eu plein d'exemples. C'était j'ai raté mes ventes parce qu'il manquait du 38,5 dans tel coloris de chaussures. Et tu dis, bon, ok, peut-être pas non plus. Et du coup, c'est de se dire, au final, toute cette friction que tu as et tout ce temps perdu, en fait, comment tu le rends de façon prédictive? Tu sais qu'au final, la personne, cette boutique-là qui va être à Singapour, dans 2 semaines, en fait, elle va être en rupture sur ce produit-là. Ou dans 2 semaines, elle va être en surstock, donc n'envoyez pas en fait ce stock-là à cette boutique-là. Et ça, en fait, ça te permet de du coup réduire toutes ces frictions-là et de laisser au final les acteurs faire leur métier. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille dans une boutique, dans un magasin,
Et là, au final, pour donner la meilleure expérience client possible à leurs clients qui rentrent dans leur boutique. Une personne qui travaille dans un bureau, tu vois, le retail, je dis toujours, le retail, il y a 30 ans, c'était des personnes qui voyageaient, des personnes qui allaient sur le terrain, qui allaient parler aux équipes, que tu trouves encore beaucoup dans l'alimentaire, mais dans la mode, très peu. Tu vois, maintenant, le retail, c'est des gens qui sont derrière un écran et qui regardent au final la data jour et nuit, et de la data au final qui est biaisée. Et quand tu commences à mettre ça en place chez McQueen, t'as les moyens ou tu bricoles des choses Ah, mais c'est du bricolage C'est total. du bricolage total, ouais. C'est du bricolage total. Au départ, on a commencé sur de l'Excel automatisé. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, on a un feuillet Excel, etc. Avec des macros, des choses comme ça. Des macros qui tournent avec un script en Python derrière, qui prend la data sur la base de données, qui fait tourner. Donc ça, déjà, c'est première innovation. Tu vois, les gens ils se disent « Wow, welcome to the Ouais, future ». c'est Wow, déjà bien, ouais. c'est notre chat GPT à nous. Donc tu commences sur ça et en fait, tu te dis le nerf de la guerre, c'est quoi et les gens souvent n'en parlent pas, c'est la productivité des employés. Tu vois, on a toujours trouvé ça absurde que les gens passent 80% de leur temps à extraire de la data, à la retravailler pour faire un tableau croisé dynamique que personne ne va lire. La réalité, c'est ça. Que tu vas envoyer sur email, tu auras peut-être 2 personnes dans la chaîne qui vont lire ça. Et donc, c'est dire, en fait, comment on peut améliorer la productivité au final de nos collaborateurs et de leur donner en fait des tâches qu'ils vont effectuer du lundi au vendredi et leur expliquer pourquoi. Tu vois. Et donc ça, au début, on passe de l'Excel à on rajoute une couche de front-end. Donc on crée au final une couche de front-end en React avec Harry à l'époque, etc. Un site qui s'appelait alexandermcqueen.io et les gens se connectaient pour voir au final les tâches qu'ils allaient faire cette semaine. Et c'est parti de là. Tu vois, et ça en fait donc sur le front-end c'est super beau, sur le back-end tu travailles avec toutes les contraintes que tu peux avoir dans un grand groupe. Donc sur le front-end, hein, au cas où, c'est l'interface. C'est l'interface. C'est lui. Vous affichez quoi donc des tâches à faire, des dashboards, des choses comme ça? Et donc Morgane, aujourd'hui, tu vas devoir allouer 2500 produits sur ces 15 boutiques-là. On te donne le détail des produits, le détail des tailles, et on te dit pourquoi. Parce que c'est un nouveau produit que tu dois lancer pour une nouvelle collection, parce que ce produit marche très bien, et donc du coup, dans 2 semaines, tu vas plus avoir de stock, et on prend en compte le temps de distribution logistique. Et si tu fais tout ça, bah en fait, tu vas aller récupérer potentiellement, j'en sais rien, 1 demi-million en vente incrémentale. Si tu le fais pas, bah, potentiellement, tu vas venir perdre cet argent-là. On te montre tes ruptures de stock, t'impactes sur la marge. Donc, en fait, tu viens donner, au final, la capacité à un utilisateur qui, normalement, est pas proche de ces sujets-là, qui sont très PNL, tu vois. Cette capacité de comprendre, de dire, OK, mon travail, au final, a un sens. J'ai un impact, au final, dans ma boîte. Quand, normalement, les gens qui travaillent sur la partie appro, tout le monde s'en fout, entre guillemets. Tu vois, en gros, c'est plutôt, ils se font gueuler dessus parce qu'ils sont en rupture ou parce qu'il y a trop de stock, mais jamais personne les remercie parce qu'ils ont fait un super bon travail. Et donc, en fait, la plateforme les aide à faire ça. À dire, bah, regarde, tu sais quoi, tu fais un taf génial et bravo. Parce qu'en gros, c'est pas la plateforme qui tourne toute seule. Tu as toujours une interaction humaine qui va venir, en fait, rajouter cette petite couche, au final, d'expertise métier pour rendre, en fait, l'action encore meilleure. Ouais, c'est assez dingue. Et donc, tu l'as dit, hein, tu es arrivé à avoir de très bons résultats, ça marchait, donc on te laissait faire, avec derrière quand même juste, entre guillemets, Excel, macro et 2-3 scripts Python qui tournaient, tu avais quand même tu faisais des propositions justes pour le réappro. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, le benchmark était tellement bas, en fait. C'était, si tu faisais du réappro de ton entrepôt vers tes magasins, tu faisais du 1 pour 1. C'est-à-dire, j'ai vendu 2 pièces la semaine dernière, j'en vends 2. Mais en fait, si en fait, dans 2 semaines, tu as un pic de saisonnalité, typiquement Noël arrive, le RP en fait prend pas ça en compte. Donc en fait tu vois, tu arrives, tu vas manquer des ventes et les gens vont faire ça de façon manuelle, essayer de forcer le système, etc. Donc tu arrives, tu dis ok, ça tu le fais. Quand tu as un produit qui est rupté, bah, tu vas attendre ta prochaine session d'achat pour faire ça. Alors que normalement en fait c'est quelque chose que tu traques en continu. Tu fais collaborer tes fournisseurs avec ça pour qu'ils aussi comprennent, se dire bah ok, maintenant j'ai une visibilité sur les 6-12 prochains mois, donc comment si moi de mon côté je peux m'organiser, avoir ma bonne capacité de production, et en fait tu mets tout le monde ensemble. Si tu veux, en fait c'est le but qu'on a eu depuis le début, c'est de se dire comment on vient casser les silos.
Et en fait, les silos internes, donc au sein d'une marque, mais Ouais. aussi externes avec tes fournisseurs, tes distributeurs, tes franchisés, etc. Et tu mets tout le monde en fait ensemble et tout le monde fonctionne et travaille au même diapason. Donc vous avez dû ouvrir des canaux de data un peu avec tout le monde pour aller aspirer et Ouais. venir ensuite pouvoir modéliser ça et faire des recos. Et si tu veux, il y a une anecdote assez géniale, c'est qu'on faisait chez McQueen du Réappro retailer. Donc en fait, une marque va avoir un canal de distribution retail, donc direct, c'est leur magasin, c'est leur site internet, et ensuite vont vendre ça chez des revendeurs, Ouais. etc. Et on s'est dit, bah, en fait, la clé du succès, c'est d'aller en fait absorber la data des retailers, donc sur les produits qui vendent McQueen, et comprendre au final, bah, alors en fait, agir comme si en fait c'était notre propre Ok. magasin. Et donc tu vois, le retailer classique, c'était un SFTP parce qu'ils pouvaient le Mhm. faire. On a eu des retailers où littéralement on allait on-premise chez eux, on allait runner le script sur leurs ordinateurs, parce que c'était un retailer qui était une boîte publique, donc en fait ils ne pouvaient pas partager de la data externe, pour runner l'algo sur leurs ordi portables, une fois par mois, et du coup avoir cette approche-là. Et Dans le monde entier, vous faisiez. Ouais, on a pas mal voyagé. Pas mal voyagé. C'est je pense, tu vois, Saks Neiman Marcus aux US, de Bijenkorf en Hollande, Beymen en Turquie, Ok. Joyce en Asie-Pacifique. Et donc c'était génial. Et tout Ouais. ça, voyage en économie. Donc du coup, voilà. Donc, Bien sûr. Maintenant, c'est j'ai- fini, t'es en Non, première, toujours. Ah, business. pas Non, du c'est tout. plus. Là, maintenant, tu vois, la vie de start-upper, il n'y a plus. Non. Maintenant, c'est siège 75K. Tu vois, quand tu rentres dans l'avion, regarde ton ticket, elle dit, ouais, c'est tout au fond, juste à côté des toilettes. Ouais. C'est là-bas. Ok. Juste, tu as dit deux, trois mots techniques. Donc, quand tu parles de SFTP, donc c'était des dépôts de fichiers plats sur un espèce de serveur où Exactement. vous veniez récupérer. Et quand vous. Alors, ça, c'était bien. Ça, c'était la méthode. Sachant qu'aujourd'hui, c'est déjà une méthode assez désuète. Ouais. Mais bon, à l'époque, ça devait être bien déjà de faire ça. Mais il y avait la méthode encore pire où donc vous alliez là-bas sur place, Sur sur place. boutique, Ouais. pour pouvoir récupérer les datas en gros Ouais. sur place, quoi. Ils nous donnaient une extraction de fichiers. Ouais. On faisait tourner le script. On leur donnait au final un résultat. Voilà. Tout ça sur Excel. C'est génial. Je pense que enfin, du coup, on en arrive à à la création d'Automne. Je pense que là, tu as eu une formation incroyable pour ton produit, quoi. Ouais. Enfin, t'es allé au bout du truc sur la compréhension de comment fonctionnait tout le système. Et ouais, si tu veux, en fait, et c'est aussi un peu ce qui fait la force d'Automne, c'est que on a décidé de créer Automne parce qu'on a vécu, on a connu le problème, Ouais, qu'on l'a résolu, et du coup, on s'est dit, ok, il y a une meilleure façon au final de faire les choses. Parce que quand tu es Alexander McQueen, tu as un tech stack qui, sur le papier, tu vois, est top. C'est-à-dire que tu as un ERP, tu vois, type SAP, que tu as un logiciel de planning type Anaplan. Donc, sur le papier, en fait, tout est nickel. Tu vois, tu n'auras aucun directeur IT qui se fera virer parce qu'il a mis SAP en place ou qu'il a mis Anaplan en place. Tu vois, Ouais. parce qu'en fait, le marché a ça. Mais la réalité, c'est en fait, nous, on s'est dit, on va aller sur l'étape d'après. Tu vois, le last mile qui nous manquait. C'est dire, bah, en fait, vu que ça a marché, allez go, en fait. Donc, c'était littéralement comme ça. C'est fait sur un coup de tête. On s'est dit, bah, en fait, on a un truc, on a une carte à jouer. Donc là, avec ton ancien collègue, hop, vous partez, vous quittez la boîte, Ouais. ou vous montez en parallèle peut-être? Non, on quitte la boîte. On quitte la boîte. Ouais. J'imagine que vous aviez des clauses enfin, quelque chose sur le contrat qui vous empêchait peut-être de le faire, non? Bah, en fait, oui, mais Ouais. en gros, le produit était totalement différent. Ouais, Tu vois, parce qu'en fait, la liberté qu'on avait du coup maintenant de pouvoir créer notre boîte, ok. le produit Bien était sûr. complètement différent. Tu vois, d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue infra, d'un point de vue logique, d'un point de vue front-end, c'était complètement différent. Donc là, tu abandonnes quand même un sacré poste, hein, un truc Ouais, un peu, un peu, c'était plutôt pas mal, ouais. un peu Ouais. cool. Gros risque. Vous lancez ça, vous vous enfermez quelques mois pour développer le truc, c'est ça? Alors en fait, on a bootstrap la boîte. Super, ok. Voilà. Mais on a bootstrap, quand on a lancé la boîte il y a quasiment 4 ans, on savait même pas ce que c'était bootstrap. Ok. Alors, maintenant, Ouais, c'est vous cool. l'avez fait sans le Maintenant, savoir. je le Ouais. dis, c'est cool parce que les gens disent, ah, t'as bootstrap la boîte. Si tu veux On a- expliquer du coup un petit. Donc du coup, en fait, on a lancé la boîte, on a autofinancé la boîte de départ. Et en fait, comment on a fait ça? Si tu veux, le retail, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Et j'ai eu la chance de connaître une personne qui depuis est devenue un ami et un investisseur chez Automne, qui était le DG d'une marque ici à Paris, qui venait de prendre le poste et qui littéralement avait les mêmes problématiques qu'on avait résolues chez Alexander McQueen. Et en fait, via un ancien collègue, je le rencontre. Et donc, on prend un café ensemble, etc. Il me dit, OK, ça m'intéresse. On se voit, viens au bureau, on se voit plus tard, etc. Et nous, du coup, on prépare un deck. Et à ce moment-là, on n'a absolument rien.
prépare un deck avec Auto, on avait des maquettes Figma, c'était super beau et tout, etc. Et on avait un dernier slide qui était, on est 10 fois meilleur que n'importe quel concurrent sur le marché, on est 10 fois moins cher et on s'installe, on s'intègre en un mois et pas en un an. Parce que tu vois, en fait, aussi, sur le marché, tu as un time to value qui est extrêmement large. Nous, c'était de se dire, au final, maintenant, on peut avoir des connecteurs avec tous les ERP, principalement. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de système intégrateur, de consultant, etc. On peut s'intégrer. Et on a eu notre premier contrat sur ça. Et le Ça, kick-off, c'est vraiment le meilleur moyen de lancer une startup. ouais, Il n'y a pas mieux, quoi. c'est le saut de l'ange total. Mais une fois que tu sautes, tu as ce truc de Bien sûr. waouh, c'est génial. Et on avait le kick-off 2 mois plus tard. Et donc, on a monté avec Harry le MVP en 2 mois. Pouh. Voilà. Ouais, méthode commando. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a fait Y Combinator ensuite. Parce que c'était la suite logique pour nous, qui est un incubateur tech à San Francisco, où sont passés Airbnb, OpenAI récemment, où c'était vraiment ce truc de ton produit sera jamais parfait. Mais le plus important, c'est que tu sois le plus proche possible de tes utilisateurs, que tu leur poses des questions, que tu comprennes ce qui va pas, et que tu t'itères plutôt qu'un outil traditionnel où tu as un update par an. Sur le Y Combinator, c'est sur place là-bas? J'ai jamais su. Alors nous, en fait, c'est à distance. nous c'était Summer 22, le batch Summer 22. Ouais. C'était le premier batch qui était hybride. Ok. Donc c'était post. Tu sais, on portait encore des masques FFP2. Ok. Tu vois, mais on était sur place et tu pouvais le faire aussi en remote. Et c'était une expérience incroyable. Donc, sur un deck, tu trouves ton premier client Ouais. qui t'aide quand même un petit peu, qui te fait un acompte pour t'aider à financer quelque chose ou pas du tout? C'est juste une promesse on vient de l'installer dans 2 mois. C'est en fait, on signe notre contrat, tu vois, un contrat SaaS pur. Ça, On commence, à partir du moment où on commence. Avec forfait mensuel, tout forfait ça. mensuel et Ouais. tout, etc. Ok. Ce que tu appelles maintenant dans la tech un design partner. Tu vois, donc, en gros, une personne qui, t'as un premier MVP, mais qui va t'aider au final à te guider dans l'évolution du produit. On est d'accord qu'ils savaient que vous n'avez rien ou ils pensaient que quand même vous aviez quelque chose? Il savait que je pense qu'on n'avait rien. Ouais, Mais pas à ce point-là. c'était un non-dit, Mais pas à ce point-là. Ok. Mais pas à ce point-là. Mais après, au final, si tu veux, c'était facilement gérable parce que c'était un seul client. Donc, c'était facilement gérable par rapport à ça, tu vois. Donc, en fait, on était vraiment une branche externe de leur société. Tu vois, comme si on était un outil de slash consultant. Tu vois, c'était un peu ça au début. Ok. Bon, vous avez la meilleure preuve du marché, il y a déjà un client qui vous l'achète alors que vous n'avez rien. Ça, je crois qu'il n'y a pas mieux pour avoir. Vous passez par Y Combinator, donc dossier validé, donc c'est eux aussi croient en vous. Ouais. C'est quoi les conditions pour aller là-bas? Ils prennent des parts? Non, ils prennent pas? C'est quoi? Ils prennent 7% de ta boîte contre 500 000 $, plus ou moins. En fait, il y a d'autres conditions et tout, etc., mais c'est plus ou moins ça. 7% sur une valo de 500 000? Non, c'est quoi? Non, ils prennent, en fait, peu importe la valo, ils prennent 7 points de ta boîte. Ok, peu importe la valo. C'est d'entrée de jeu, ils te disent on veut ça. Ouais, d'accord. Et ce qui paraît, en fait, tu vois, un peu agressif. Oui. Nous, on est parti du principe, on s'est dit on préfère avoir moins d'une boîte qui vaut plus que beaucoup d'une boîte qui vaut très moins. Et l'expérience a été géniale. Et ça t'apporte quoi? Mais en fait, si tu veux, ça t'apporte. Nous, en tant que founder, c'était génial, dans le sens où ça nous a forgé, surtout que c'est la première fois qu'on montait une boîte. Tu vois, tu as plein de serial entrepreneurs qui montent une boîte après l'autre, etc. Donc, au final, ils itèrent par rapport aux erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Nous, on arrivait, on connaissait rien. Donc, en fait, ça nous a vachement forgé sur comment être de meilleurs founders, comment être le plus résilient possible, qui est la qualité principale chez un founder. C'est-à-dire, en fait, jamais te laisser abattre parce que tu as une mauvaise semaine. Ça arrive et ça arrivera tout le temps. Comment tu gères tes ressources humaines. Donc ça, c'est aussi intéressant. Quand est-ce que tu embauches, quand est-ce que tu n'embauches pas. Comment tu parles avec tes clients. Comment tu vas récupérer tes premiers contrats. À quel moment tu commences à scaler. Tu vois, à quel moment tu appuies sur la pédale pour accélérer du coup ta logique de croissance d'entreprise. Et c'était un bootcamp, tu vois, à la Navy Seals, quoi. Ouais. Toutes les 2 semaines, en fait, tu te mettais à toi-même des goals, des buts, et qui étaient passés en revue toutes les 2 semaines. Et c'était OK, pourquoi t'as dit ça? OK, t'étais à la hausse, à la baisse, pourquoi? OK, maintenant, pour les 2 prochaines semaines, comment tu vas rattraper ou faire encore mieux? Et ça te force au final à être vraiment dans ce cycle cycle vraiment court, où tu as beaucoup de gens, si tu veux, dans l'environnement tech, surtout early stage, surtout au tout départ,
où ils ont une vision à 10 ans de ce qu'ils veulent faire, tu vois, plutôt que d'être vraiment pragmatique et de se dire je me focus sur une période très courte. Et c'est ce que je dis au final, même aujourd'hui à tous nos collaborateurs, c'est si on arrive au final à être 5% meilleur d'une semaine à l'autre, si on regarde ça de façon incrémentale, dans un an, c'est une boîte qui est complètement totalement différente. Et c'est qui est le cas. Vous êtes combien? On est un peu plus d'une 50aine aujourd'hui. Ok, chouette, Ouais. chouette. Donc là, vous avez vous montez avec le premier client, tac. J'imagine que derrière, les clients vont s'enchaîner jusqu'à que on arrive à cette fameuse belle levée. Ouais, on en a eu, ça c'était la 3e. Donc on a fait notre pré-seed en 2022 avec Y Combinator Ouais. et d'autres Donc investisseurs. les 500K pour 7%. Et c'était une levée totale d'1 million, 1,5 million Ok, environ. ok. Ensuite, on a fait une deuxième levée, un seed. Et donc là, l'objectif, c'était de se dire, OK, on commence à avoir une traction. J'étais la seule personne à vendre Automne. D'accord. Donc maintenant, si je peux avoir au final une équipe go-to-market, Ouais. donc une équipe commerciale, techniquement, ça devrait accélérer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est notre deuxième levée de fonds, ce qui nous a permis de faire ça. Et la troisième levée, c'était OK, on a un product market fit. Maintenant, c'est comment on solidifie, on consolide au final ce qu'on a, comment on solidifie notre équipe produit, comment on solidifie notre équipe commerciale pour commencer à devenir, tu vois, à prendre du muscle. Donc là, c'est la phase où on est aujourd'hui. Et donc cette levée, cette dernière, c'est une levée de 17 millions, c'est Ouais, ça? exactement. Avec General Catalyst, qui est un fonds américain. C'était le meilleur choix pour nous. Tu vois, c'est aussi c'est extrêmement important de bien choisir aussi son investisseur, parce qu'au final, c'est un peu un mariage. Tu as beaucoup d'entrepreneurs au final qui prennent une décision qui est la mauvaise, et du coup doivent se taper une personne dans leur board. C'est ça. Ils peuvent pas se piffrer, etc. Donc tu vois, il y avait vraiment deux critères pour nous qui étaient importants sur le choix de nos investisseurs dès le départ. C'est de se dire, on va récupérer du capital intelligent, c'est-à-dire en fait, c'est pas tant récupérer de l'argent, mais récupérer au final des personnes qui vont pouvoir nous aider dans l'écosystème dans lequel on opère, c'est-à-dire en fait nous faire des introductions Oui. à des marques, à des groupes, etc. Donc intéressant. Et le deuxième critère, c'était des personnes qui vont s'amuser avec nous quand tout va bien et qui vont s'amuser avec nous quand tout va mal. D'accord. Tu vois, et donc c'était ça parce que monter une startup, c'est un peu les montagnes russes. Tu vois, c'est un peu Space Mountain sous stéroïdes. Tu prends 5G tous les jours, etc. Et tu as une montée d'adrénaline qui est géniale. Tu vois, mais il faut savoir au final à bien s'entourer, aussi bien d'un point de vue collaborateur, mais aussi avec les investisseurs, pour avoir des personnes qui au final te permettent de construire ta maison de la meilleure des façons possibles. Ok, top. On parle un peu produit. Ouais. Dans Automne, il y a Automne. Comme tu veux. J'arrive pas, Comme donc tu veux. je vais me laisser tranquille, partir sur Automne. Il y a de l'IA. Yes. Comment est-ce qu'elle intervient? Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que vous en avez? Voilà, un peu, pour Ouais. en parler un peu. Alors en fait, tu vois, il y a un gros disclaimer. Donc Ouais. quand les gens disent IA forecasting retail, Ouais. c'est complètement faux. Ça, faut mettre bad, c'est complètement faux. Pourquoi? En fait, si tu veux, d'un point de vue forecasting, donc prédire le futur, Oui. uniquement sur cette partie-là, quand tu travailles, on va prendre l'exemple du secteur de la mode. Tu as des taux de défilement, donc des taux de vente par semaine, par produit, qui sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles. On n'est pas en train de prédire combien de bouteilles de lait Monoprix va vendre demain. Tu vois, où tu as vraiment des gros volumes avec des taux d'écoulement assez importants. Là, tu vas vendre par boutique sur des produits avec des tailles 0,3 à la semaine. Donc, en fait, tu as une logique de forecast. C'est pas l'IA qui va te dire, en fait, là, tu vas faire 1,4 la semaine prochaine, etc. Il n'y a pas assez de volume. Tu n'as pas assez de volume de data. Par contre, l'IA, en fait, va venir intervenir sur plusieurs approches. Comment tu nettoies la data? Ou comment, en fait, tu vas venir nettoyer la data. Si tu veux, la data dans le retail, c'est un calvaire, tout le temps. Et c'est pas grave, c'est comme ça, et ça le sera toujours. L'IA va venir nettoyer la data sur, du coup, tu as des doublons de données. Tu vas avoir un produit qui apparaît plusieurs fois, des ventes qui paraissent anormales, etc. Donc, il va venir flaguer ça automatiquement, va venir nettoyer et va venir aussi alerter du coup les équipes techniques chez nos clients pour leur dire voilà en fait ce qu'on a remarqué, etc. Donc tu as déjà ça c'est un énorme travail qui avant prenait extrêmement de temps aux personnes, aussi bien en interne
que chez nos clients à faire. Donc ça, c'est la première partie. 2, quand tu as au final des taux d'écoulement qui sont très faibles, comment en fait tu arrives, grâce à l'IA, à regrouper des produits ensemble. Tu vois, en fait, ce qu'on appelle l'unité de besoin, c'est de se dire, en fait, on va créer des portefeuilles de produits qui, normalement, aujourd'hui, se font de façon manuelle. Tu vois, sur la personne qui s'occupe du produit dans une marque qui va arriver et dire, en fait, ces 10 produits, pour moi, ils sont similaires, donc ils vont fonctionner pareil. Ok. Mais d'arriver, en fait, de automatiquement, en fait, les regrouper ensemble et de pouvoir avoir des cas d'usage qui vont être pratiques. Et un cas d'usage qui est assez intéressant, c'est quand tu vas venir acheter tes produits en fait en amont, donc les collections que nous on va venir acheter dans des magasins, etc., sont achetées en interne par les marques 4 à 5 mois avant. Comment tu vas donner au final aux utilisateurs cette capacité de pouvoir dire, en fait, ces produits-là que tu as dans ta nouvelle collection vont se comporter exactement comme ces produits-là que tu avais avant. Et ça, c'était un de tes best-sellers. Ça, ce produit-là n'a pas très bien marché, mais c'était plus un produit image, etc. Donc c'est un premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage qui est extrêmement intéressant, c'est quand tu as une pénurie de stock dans ton entrepôt, où un ERP va fonctionner dans une logique de 1 pour 1, va te dire, en fait, si tu n'as plus de stock, tant pis pour toi. Là, en fait, tu viens dire à l'utilisateur, écoute, tu sais quoi, tu n'as plus ce produit-là, mais par contre, tu as ces 2 autres produits qui vont avoir un job qui va être similaire, qui va être en gros, tu vas pouvoir les envoyer, utiliser ce stock-là pour envoyer. Et en fait, ce que tu fais, c'est tu réduis non seulement ta logique de rupture, donc tout le monde est content, tes boutiques sont contentes parce qu'elles ont du stock à vendre, et ton équipe finance est très contente parce que tu réduis ton cash immobilisé que tu as de façon globale. Donc en fait, tout le monde y gagne sur ça. Et donc ça, l'IA va venir aider énormément. Et 2, c'est comment en fait tu crées cette logique de organiser la semaine des utilisateurs. Leur dire en fait chaque jour, voilà sur quoi tu vas venir te focaliser. Ça sert à rien, vous avez gardé ce système-là où exactement. T'as pas besoin en fait de passer en revue ligne par ligne tous tes produits. On va te montrer en fait sur les produits, les magasins, exactement sur quoi tu dois te focaliser, parce qu'en fait tout le reste, t'as pas besoin de passer du temps dessus. Ok. Alors je vais te poser une question peut-être un peu brute, surtout pour les personnes qui travaillent, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on aurait encore besoin simplement de personnes qui appuient sur les boutons pour faire les commandes si tu fais les recos? C'est super intéressant. En fait, il y a 2 trucs. Déjà, il y a cette logique qu'on appelle human in the loop. Tu vois, tu as toujours besoin au final d'avoir une intervention, une expertise humaine. Parce que tu as souvent des phénomènes d'hallucination de l'IA. Ouais. Tu vois, tu en as de plus en plus maintenant avec l'IA générative. Où tu vas faire un prompt sur ChatGPT, la plupart du temps tu vas dire ok c'est génial, etc. Mais tu vas demander, j'en sais rien, la biographie d'un musicien, etc. Je peux te garantir que tu vas avoir 2 ou 3 erreurs dans la biographie. Donc tu as l'IA qui va avoir des hallucinations. Et ça tu l'as partout. Donc c'est en gros, nous de notre côté, comment on vient superviser l'IA pour en fait, donc superviser c'est aujourd'hui la reprompter, mais aussi en externe, les utilisateurs de dire on peut vous donner t'as la main dessus. Parce qu'aujourd'hui, sur la plateforme, tu peux demander à la plateforme, ok, sur toutes ces actions que je dois passer, qui sont au-dessus d'un certain seuil, j'ai pas besoin que tu valides pour moi, vas-y. Parce qu'au final, le risque est très minime. Par contre, si tu commences à me dire, oh là, j'ai une accélération sur mes ventes, j'ai besoin de vérifier, je viens arriver, je vérifie. En fait, c'est le 20-80. 80% au final des tâches que tu faisais aujourd'hui sont automatisées. Okay. Et en fait, ce 20%-là vient rajouter ta patte et aussi vient prendre du risque. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est tu te détaches en fait d'une logique qui est purement j'utilise un outil, où maintenant en fait tu as un outil qui te permet en fait d'être beaucoup plus stratège et de prendre des paris. De dire qu'un produit qui marche bien, comment en fait en tant que marque on va se dire ok on va aller pousser plus fort et faire en sorte que ce produit marche encore mieux. Ou à l'inverse, un produit sur lequel on avait parié, là on est en train de voir que au final il prend la poussière. Quelles vont être au final les méthodes que je vais prendre pour du coup réduire ce stock là. Donc c'est vraiment en fait créer une logique de stratégie avec un outil qui est au cœur de tout ça. Ok. Du coup, je viens sur un sujet j'en entends de plus en plus parler, qui rebondit là avec ce qu'on vient de dire, c'est le SaaS va mourir au profit des agents IA. Aujourd'hui, les entreprises vont plus avoir de SaaS, elles vont avoir des agents justement qui vont faire le boulot à leur place. Toi, t'en penses quoi justement? Alors, on a compris... pour toi, Human in the Loop, donc, qui est un humain à un moment donné qui prenne des décisions ou qui soit en tout cas dans cette boucle, c'est important. Mais est-ce que tu penses vraiment, comme on l'entend un peu partout, que le SaaS va descendre au profit d'agents IA? En fait, c'est une question super intéressante. Il y a Mark Cuban, je crois, qui disait ça il y a un an ou plus, qui disait qu'en gros, toutes les boîtes qui pensent construire un produit autour d'un agent, un agent en fait, c'est un feature, c'est pas du tout un produit. Ouais. Et je suis persuadé de ça. Et tu le vois au final. Tu as énormément de boîtes tech
surtout depuis la démocratisation d'OpenAI, d'Anthropic, etc., qui vont créer au final des wrappers, donc en gros qui vont créer un produit sur le tech stack d'un ChatGPT, d'un LLM, etc. Et dès que OpenAI sort une update, tu as 200, 300 startups qui, ça y est, disparaissent parce qu'au final, elles ont plus aucune logique d'unicité. Et au final, ChatGPT, c'est gratuit, donc tu peux arriver sur ça. Et du coup, cette logique pour moi de se dire, en fait, l'agent est un feature, n'est pas en final un produit, parce que le SaaS, pour moi, après, c'est un parti pris, hein. Mais je pense pas que demain, tu vas avoir, ça va dépendre aussi encore une fois des produits, mais c'est comme les gens quand ils nous disaient que pendant le Covid, le retail physique va mourir. Ouais. L'e-commerce va tout prendre. Quand tu regardes la stat aujourd'hui, donc il y a eu plein d'analystes en 2020, McKinsey, etc., qui faisaient des analyses. Quand tu regardes la stat aujourd'hui, l'e-commerce, dans le meilleur des cas, c'est un tiers de ton business retail et le physique est toujours là. Donc je pense que tu vas avoir une progression de cette logique agentique, ça c'est sûr, parce qu'il y a une adoption qui avance à vitesse grand V, mais tu auras toujours besoin au final d'avoir un produit qui va utiliser cette logique agentique et pas uniquement avoir une logique agentique et basta. Et c'est votre logique à vous, chez Autonome, de Ouais. venir maintenant plugger. Peut-être que vous faites déjà d'ailleurs, hein, Ouais, totalement. Et si tu veux, en fait, parce que tu veux, tu as une logique de ce qu'on appelle auto-submit où tu demandes à la plateforme de faire le travail pour toi selon certaines règles. Tu vois, ça crée un workflow et tu peux le faire. Parce que aussi, nous, dans notre cas d'usage, on ne veut pas créer en fait de disruption négative. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adresse à des gens qui utilisent de l'Excel. Donc si tu leur montres un outil qui est complètement à des années-lumière du travail qu'ils font aujourd'hui, en fait, tu peux pas, tu vas avoir une adoption qui va être très très faible. Mhm. Donc en fait, c'est comment, au fur et à mesure, tu optimises ton produit sur cette logique au final d'automatisation, mais qui est faite de façon relativement simple. Tu as un très bon exemple, WhatsApp. Tu as une logique aujourd'hui agentique où tu peux demander à Meta AI souhaite un joyeux anniversaire à telle et telle personne, book-moi avec mes amis et tout ça. Mais aujourd'hui, tu utilises toujours WhatsApp à 99% de la même façon qu'il y a 5 ans. Juste maintenant, tu commences à avoir cette logique agentique qui te permet de faire ton travail encore plus vite. Mais WhatsApp n'a pas dit, OK, on switch tout sur Meta AI et maintenant WhatsApp, c'est ça. Ok, ouais, je vois bien, je vois bien la vision que tu en as. Euh, et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord finalement. Yes. Moi, plusieurs fois, non, mais plusieurs fois, je me suis posé la question en fait. Et à chaque fois, je lis des articles comme ça et j'ai du mal à comprendre la pensée qu'il y a derrière de se dire, les SaaS vont mourir au profit du. Et à chaque fois, je réfléchissais, je disais, mais comment c'est possible en fait? Donc, c'est pour ça que j'aime bien poser la question. Et toi, tu es en plein dedans, donc tu as un avis. Et je suis plutôt de cet avis-là en fait. Le problème de la disruption négative, c'est comme ça que tu l'appelles. Ouais. Je n'ai jamais entendu ce terme-là, mais c'est intéressant. C'est de se dire, en fait, tu peux pas demain tout bouleverser et dire aux personnes, voilà, on va bosser qu'avec des agents IA, parce qu'en termes de conduite du changement en entreprise, et ça fait partie aussi des questions que j'avais à te poser, en fait, tu auras un taux d'adoption qui sera totalement dégueulasse. Totalement. Il faut absolument venir petit à petit upgrader le produit. Et je pense qu'effectivement, il faut un produit de base sur lequel tu vas venir ajouter des agents que les personnes vont prendre en main petit à petit. Et vous, vous avez une politique comme ça, quand vous arrivez, que vous installez dans une entreprise, d'accompagnement, d'onboarding avec des CSM, des gens comme ça? C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de... Ouais, C'est voilà, ok, le ok. nerf de la Ouais, guerre. Et ok. si tu veux, c'est la chose la plus importante, où on a énormément itéré aussi sur ça. Ouais. Si tu veux, en fait, on a une logique customer success, donc des gens qui accompagnent au final nos clients une fois que le contrat est signé, qui est divisée en 2 parties. Donc il y a une partie qu'on appelle onboarding, où c'est littéralement, au final, c'est très focalisé sur les utilisateurs. Tu vois, on n'est pas une logique client, c'est uniquement l'utilisateur et comment on les accompagne. Comment en fait on les accompagne sur quelle est leur méthodologie aujourd'hui, comprendre au final comment ils travaillent aujourd'hui, comment ils aimeraient travailler et leur montrer au final que la plateforme en fait répond à tous ces cas d'usage qu'ils ont et les accompagner. C'est-à-dire qu'au départ, c'est nous qui avons la main. Il se passe rien, on n'appuie pas sur un bouton, mais c'est littéralement pour leur dire ok donne-nous tes cas d'usage, on va te montrer comment les faire sur la plateforme. Donc ça c'est la phase 1 qui dure on va dire le premier mois. Tu vois, où vraiment on a de façon hebdomadaire, on a des points, etc. avec les différents clients. L'étape d'après, c'est on donne la main à l'utilisateur et on est avec eux. Tu vois, donc c'est un peu quand tes parents t'apprennent à faire du vélo, tu sais, au début, ils te mettent les roulettes, après ils t'enlèvent les roulettes, mais ils sont toujours à côté de toi. Ouais. Et l'étape d'après, c'est ça part en run, donc ça part en prod, et on monitore du coup le travail qu'ils font. Et à la fin du 3e mois, on s'est dit, ok, à partir de 3 mois, ça y est, c'est devenu une routine pour eux. Et donc ensuite, là, on passe sur la logique, ce qu'on appelle life cycle, donc cycle de vie, où là, on est plus sur une logique au final focus client,
objectif client. En gros, c'est qu'est-ce que Autone doit faire pour vous, comment on doit vous aider. C'est-à-dire d'un point de vue, là on n'est plus sur un retour sur investissement, alors que l'onboarding au départ, c'est un retour sur l'expérience. Comment on rend la vie plus facile aux utilisateurs. Et l'étape d'après, c'est comment on apporte de la valeur à nos différents customers. Ok, top. Si on parlait juste un petit peu de toi et ta relation avec l'IA, Ouais. tu t'y es mis. Alors, j'imagine que tu t'y es intéressé dès le départ en lançant la boîte, mais Ouais. tu te souviens un petit peu de ta première rencontre avec l'IA. D'ailleurs, tiens, c'est pas de l'IA générative que vous avez dans Automne, c'est un autre type d'IA. Tu as une toute petite partie d'IA générative sur Ouais. l'explication des recommandations. C'est ça, ok. Ouais. Et le reste, c'est d'autres types d'IA. Ouais. C'est C'est plus sur la partie forecast, c'est plus du machine learning. une machine C'est learning. du machine learning pur et dur qui fait très très bien le travail. Ça, c'est important parce que Ouais. tu vois, je me bats souvent en formation ou quoi, ou en tout cas en accompagnement dans les entreprises pour leur expliquer que l'IA générative, bah, c'est un tout petit bout de ce qui existe en termes d'IA. Ouais. Et quand des clients, ça peut m'arriver, hein, des clients me demandent oui, je veux que tu me formes à faire mes prédictions de vente avec ChatGPT. Bon, faut se poser et leur dire, ok, ChatGPT, ça a l'air magique, ça ne l'est pas. C'est de l'IA générative, c'est pas de l'IA prédictive ou voilà, l'IA algorithmique qui va réussir à te faire vraiment de la prédiction des Ouais. ventes. Tu n'y arriveras pas avec ChatGPT, c'est pas fait pour Non. ça. Donc, dans Autone, tu as un peu d'IA générative pour Ouais. écrire justement les recos, donc pour Ouais. faire le contenu, ce qui est. Voilà, elle est faite pour ça. Mais pour tout ce qui est calcul, tout ça, c'est un autre type d'IA. Non, et totalement. Donc, en fait, et c'est exactement ce que tu as dit. Sur l'IA générative, c'est expliquer à l'utilisateur. Donc, typiquement, en fait, tu vas avoir une accélération de tes ventes à cause de tel et tel magasin, parce qu'au final, on s'attend au final j'en sais rien, typiquement les soldes, donc tu vas avoir plus de trafic dans tes magasins, etc. Mais le calcul en lui-même, même un chat GPT ne va pas utiliser une nouvelle façon, au final, de forecaster le futur. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu n'as pas une seule méthodologie pour tout le monde. Tu vois, même au sein d'une marque, D'accord. en fonction de la dynamique d'un produit dans une taille, dans un magasin donné, tu vas avoir typiquement, pour certains, tu vas avoir des stats purs, pour d'autres, tu vas avoir du machine learning, tu vois, et en fait, tout s'adapte de façon en fait dynamique, puisque c'est ça en fait, donc on backteste à chaque fois tout pour récupérer la méthode gagnante sur celle qui a le niveau de précision la plus haute, pardon, et qui va venir récupérer ça. Donc en fait, c'est ça le truc. Et c'est assez intéressant, il y avait un mime que j'avais lu il n'y a pas très longtemps, c'est quand tu pitches à des invests, c'est de l'IA. Quand tu pitches à des clients, c'est du machine learning. En réalité, c'est des stats. Tu vois. Et donc, tu as vachement ça. C'est quand tu remets un peu comment tu vas récupérer le meilleur de chaque technologie et laisser chaque technologie faire son travail. Tu vois, quand typiquement, tu as l'IA générative qui va te faire aujourd'hui du vibe coding. Ouais. Le front-end, c'est toujours du React. Hein. C'est pas un Oui, code bien nouveau sûr. qui a été inventé par l'IA générative. Ouais, non, oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Toi, de ton côté, d'un point de vue perso, tu utilises l'IA générative. Ouais. Comment, pourquoi, dans quel cas d'usage? J'utilise beaucoup ChatGPT. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. J'utilise beaucoup ChatGPT. En fait, c'est devenu mon nouveau Google. Et pourquoi je dis ça? C'est à titre perso. Je vais dans une ville, Lisbonne. J'étais à Lisbonne pour la finale de la Ligue des Champions, même si c'était à Munich. Je me suis pas trompé de ville. Je devais à la base aller à Lisbonne, mais les billets coûtaient trop cher pour aller voir le match. Et je demandais à ChatGPT où est-ce que je peux aller voir le match. Trouve-moi un bar avec des Français, et tout, etc. Ok. Et super, tu vois, donc j'utilise vachement ça à titre personnel, pour des tips quand je voyage, etc., pour des restos, aussi pour structurer pas mal. Tu vois, il y a des choses où, typiquement, comment améliorer nos business reviews avec les clients. Donc, donne-moi, en fait, voilà, en fait, comment on fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce que tu optimiserais, etc., pour voir, en fait, ce qui me sort. Et donc, tu as pas mal de fois des logiques d'hallucination où tu dois reprompter et rectifier, mais c'est assez dingue, en fait. C'est assez triste à dire, mais en fait, tu vois, ça devient le job que devrait faire un stagiaire normalement. Tu le remplaces directement avec ChatGPT ou Claude, même si tu as toujours besoin de stagiaires pour faire d'autres choses et surtout en fait pour créer de la valeur et pour avoir tes collaborateurs de demain. Mais ça te remplace énormément de tâches qu'avant je faisais de façon très manuelle, ou même tu vois la gestion de mes emails. J'utilise N8N. Pour faire de l'automatisation, trier mes emails et tout, etc., comment je les mets, comment répondre, etc. Ce qui paraît absurde, mais tu vois, ça te fait gagner un temps fou. Ouais, c'est intéressant. Ok. Mais tu vois, j'en parle. Enfin,
Dans un de mes derniers audits, j'ai fait cette proposition à un de mes clients, le tri, la gestion des emails et même la création des premiers drafts en fait, de réponses. Totalement. Donc Tu là, vois. toi, tu l'as déjà en place, c'est Ouais, toi? exactement. Ok. Après, c'est... En fait, si tu veux, tu as aussi une saturation aussi du nombre d'outils que tu as à disposition. Ah oui, bien sûr. Tu vois, quand tu utilises, nous on utilise Google chez Autonome, tu as Gemini AI, plus il y a Grammarly par-dessus. Et en fait, tu as plusieurs produits qui rentrent en bataille l'un contre l'autre. Il y en a un qui va sortir un truc, l'autre qui va venir corriger la syntaxe et tout, etc. Et à un moment donné, tu te dis, ok, c'est bon, basta. En fait, le truc qui est... la chose importante à souligner, c'est de se dire, on veut pas non plus tomber tu vois, dans cette sorte d'idiocratie où en fait on fait plus rien tout seul. Tu vois, un draft très simple, laisse-moi l'écrire. J'ai besoin de l'écrire. Maintenant que tu m'as simplifié, tu m'as enlevé tous mes trucs en spam, etc., j'ai quand même assez un peu de temps pour répondre à quelqu'un. Et j'ai Maëlys qui est une super assistante qui le fait aussi. Avec qui j'ai échangé pour qui t'avoir. est génial, qui est une vraie personne, tu vois, Oui. qui n'est pas une IA. Et je peux te douter. dire que le travail qu'elle fait, une IA pourrait pas le faire. Ah, je suis d'accord. Et alors là, sur ce cas d'usage, juste parce que je le trouve vachement intéressant, et puis je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées. Donc, ton agent, si on peut l'appeler comme ça, ton agent, donc, qui directement, dans ton Gmail, il va faire le tri entre les mails qui semblent prioritaires, ceux Ouais. qui le sont moins, et il va te mettre les prioritaires tout en haut, et Exactement. il te fait un petit rapport en plus où tu as une boîte conversationnelle avec ou pas du tout? Il va venir me faire en fait créer en fait plusieurs dossiers, donc importants, spam, investisseurs, outils, tu vois, des mecs des Donc, mecs qui dans font ton du SaaS, Gmail, il te fait ces différents dossiers. dossiers. Ouais. Et ensuite, il va venir en fait me dire pour chaque dossier lesquels sont plus ou moins pertinents. Tu vois, donc ça c'est intéressant. Donc en fait Il te le dit comment? bah en gros c'est si en fait le hook est en lien avec ce qu'on fait. Donc en fait la phrase d'accroche, tu vois, c'est là où tu te rends compte, tu sais quand tu as des bons, Ouais, des bons ouais. SDR ou des mauvais SDR. Tu vois, c'est un hook qui est assez intéressant. C'est pas, ah ok, on aide aussi des boîtes comme toi à faire plus 25 000% par an, mais plus sur quelque chose qui, bah voilà, en fait, je suis allé sur ton LinkedIn et j'ai vu ça, quelque chose au final qui est beaucoup plus personnel. Donc, les SDR, formez-vous à parler aux IA maintenant et plus aux êtres Ex- humains. Hein. Exactement. Non, mais c'est Ouais. vrai, tu vois. Et donc, c'est assez intéressant sur. Et nous c'est un enjeu de notre côté. C'est-à-dire qu'en fait, cette logique d'outbound qui était avant, je blast, j'envoie je sais pas combien de millions d'emails et c'est en gros, tu vois, je shoot large et quoi qu'il arrive, je vais récupérer quelques poissons. Là, aujourd'hui, tout est, enfin, à 90% du temps, tout est trié. Tu vois, et en plus, ce qui est assez intéressant maintenant, tu prends l'exemple de l'iPhone, des gens qui ont un iPhone, Siri vient automatiquement en fait trier les appels entrants et en fait les trie directement. Oui, j'ai vu cette info. Ouais. C'est déjà en place? C'est déjà en place. Et C'est il déjà te en dit place. si ça va être spam ou pas spam. J'ai Exactement. vu, Donc, s'appelle je sais plus comment ils ont appelé ouais, ça. c'est une option que tu as dans Siri que tu Ah, mets. En j'avais fait, pas qu'elle c'est était pas déjà en activé, place. Ok. mais en gros, ça te met directement. Oui, j'ai vu. Ouais. Incroyable Donc, ça. tous les SDR qui utilisent Aircall, etc., avec le numéro, etc., Ouais. donc ça les récupère et en fait, automatiquement, ça spam. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ok, génial. Donc, ok, bah, j'aime bien ton cas d'usage. C'est vachement intéressant et de voir que, tu vois, que c'est pas moi qui le dis que ça fonctionne, que quelqu'un d'autre dit que ça fonctionne. Et donc, ok, ouais, tes emails sont triés dans des dossiers et il te dit les plus importants, les plus urgents. Il te les met quoi? Il t'envoie Il me les flag, tu sais, avec les la flags, petite, avec la petite ouais, étoile. avec la petite Et la étoile. petite étoile. Et Mm. aussi, je mets en fait un reminder automatique, tu vois, un rappel automatique tous les jours. Parce qu'au final, Wow. tu as ce truc, cette fascination dans le monde de la tech, zéro inbox, tu vois, Inbox zéro, inbox ouais. zéro, où tu dois avoir tous les jours Ouais. aucun mail non lu. Je sais pas. C'est pas du tout C'est mon pas- cas. C'est pas du tout mon cas. Donc du coup, tu vois, j'ai des emails sur lesquels malheureusement je dois Bien, répondre ouais. quelques jours plus tard, mais au moins ça me met un rappel automatique sur les emails importants pour faire en sorte que je réponde à la personne. Et ça, alors c'est pour toi en perso ou t'as vraiment une volonté dans toute la boîte d'instaurer comme ça des outils d'IA? On fait ça de plus en plus. Ouais. En fait, on a eu un gros sujet, je pense, il y a 6 mois maintenant, au sein de la boîte, où on s'est dit, on peut pas travailler comme une boîte de 2020. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on doit automatiser. Tu vois, c'est Slack, c'est notre outil principal de communication. On n'écrit pas d'email interne chez Autonome, tout est géré sur Slack. Ok, super. Tu vois, donc là, tu as une grosse logique agentique.
tu vois, avec des sociétés comme Dust, etc., qui font vraiment un job Vous phénoménal utilisez sur Dust? ça. C'est une société sœur, donc on a des investisseurs en Ok. commun. Mais Harry avait créé un petit truc qui fait le taf avant qu'on connaisse Dust, Ok, etc., et ok. qui marche plutôt pas mal. Donc en fait, on pousse énormément par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire, ne passons pas trop de temps sur des choses, en final, qui apportent très peu de valeur à la boîte, tu vois, sur la génération, au final, de contenu en interne, sur comment on fait en sorte qu'on automatise énormément notre CRM, etc. Donc on a une équipe RevOps qui est de très loin l'équipe qui a le plus adopté l'IA chez nous, et qui font Mhm. un travail phénoménal. Tu as sur tout ce qui va être le contenu d'éducation pour nos utilisateurs. Donc en fait, dès qu'on sort un nouveau feature, tu vois, du training, etc., où on utilise des avatars IA. Le rendu est dingue. Pour le coup, Mhm. ça, c'est incroyable. C'est une Avec du boîte agent? qui s'appelle Synthesis? Ouais. Synthesia, ouais, exactement. Synthesia, ouais, Synthesia, pardon. qui est genre le job est hallucinant entre l'avatar d'aujourd'hui et quand ils ont commencé il y a Ouais. quelques années. Donc tu vois, et ça, en fait, c'est plutôt que d'enregistrer un loom où tu vas arriver faire de la post-prod et tout, etc. Après, là, tu as un rendu qui est dingue et que tu Ok, peux sortir en quelques minutes. top. Ouais. On pourrait en parler pendant des heures, mais On on arrive à arrive la à la fin? fin Ouais. parce que voilà, j'ai un format d'une heure qui, ça, ne changera pas. Je ne toucherai pas mon format d'une heure. Mais enfin, quoi que je dis ça, après, c'est pas vrai. Peut-être qu'un jour, je ferai un gros truc de 4 De heures. 4 heures. Ouais, Une ouais, c'est grosse ça. bamboche. Voilà, sans permission, un truc où il y a 5 Le personnes. plus long podcast du monde. Alors là, on va faire plus de 4 heures. Je sais pas si l'équipe là-bas est prête pour le faire. Nous accompagnerons un petit 48 heures. Non, je termine par le test du vrai ou faux. Normalement, tu as le droit de répondre que par vrai ou faux. D'accord, Je te dis la vérité, j'ai jamais réussi à ce que personne ne me réponde juste vrai ou faux. d'accord. Mais si tu arrives à le faire, c'est pas mal. J'essaye. C'est comme le ni oui ni non. C'est un peu, C'est un peu le ni oui ni non. c'est le même J'y vais. principe. C'est le même principe. Mais avant, je faisais du oui, ni oui Ni ni oui ni non. non. Non, enfin, je faisais soit oui, soit non plutôt. Et là, j'ai changé. C'est vrai ou faux? Mais les questions sont peut-être un peu chiantes. C'est pour ça, hein, c'est fait exprès, hein. C'est parti. D'ici 5 ans, les réassorts magasins seront passés sans aucune intervention humaine. Vrai. Tu as déjà failli abandonner le projet automne. Faux. Le monde de la mode est encore trop réfractaire à l'IA. Vrai. L'IA est la solution pour la survie du retail physique en France. Vrai. Pas qu'en France. Ouais, on est d'accord. Il faut beaucoup d'argent pour lancer une startup IA. Faux. Intéressant ça. Une IA pourrait devenir CEO d'automne. Faux. Oh, ok, non. Ok, Bah, non. je le donne demain, le taf. Ah ouais, si c'est possible, tu te donnes. Tu pourrais te passer de l'IA pour gérer automne. Faux. La France fait partie des meilleurs pays au monde dans le secteur de l'IA. Vrai. Automne est le projet de toute une vie. Vrai. Automne est le plus grand risque que tu aies pris dans ta vie. Vrai. Top. Trop bien. Ah ouais, Ah, t'as c'est réussi. nickel. T'as réussi. 10 C'est- questions. La prochaine fois, tu faux. devrais mettre tu sais, un test c'est pour savoir si la personne ment ou pas. Tu vas commencer à transpirer comme ça. Ouais, ça c'est la prochaine étape. Je mets un petit détecteur de mensonges, ouais. Exactement. Est-ce que t'as un mot de fin, quelque chose sur lequel tu veux terminer ou pas obligatoire, hein, c'est comme tu veux. Écoute, c'était parfait. Merci en tout cas de prendre l'initiative. Et je pense que c'est la première saison et surtout d'avoir mis la lumière sur le secteur de la mode et l'IA dans la mode. Je pense que très peu de personnes en fait en parlent. Et alors que c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement prenant et passionnant. Avec plusieurs acteurs. Yann Rivolant qui est un porte-étendard de l'utilisation de l'IA pour sauver justement l'industrie de la mode en France et pas que. Donc merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance du coup pour la Ouais. prochaine saison. Ouais, Hâte merci beaucoup. de l'entendre et merci de m'avoir eu en tout cas. Eh ben, merci à toi d'être Merci, venu, Morgane. c'était super cool. À bientôt. À bientôt. Ciao.